Dans une thèse, comme dans tout travail historique, il y a une part d'incertitude. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et pour l'avant-dernier épisode de cette série, nous n'allons pas forcément parler de Notre-Dame. C'est un peu l'autre face du premier épisode où Olivier Tchalut parlait de sa thèse et de son angle d'approche. En effet, je vous propose dans cet épisode d'écouter Philippe Bernardi, le directeur de thèse d'Olivier Tchalut et chercheur au CNRS. Je suis allée l'interviewer chez lui, dans le sud de la France, pour qu'il me parle de son expérience et de son rôle en tant que directeur d'une thèse sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je suis directeur de recherche au CNRS, je suis médiéviste et spécialiste de l'histoire des techniques. Je travaille sur la fin du Moyen-Âge dans le sud de la France, enfin, sur la Provence essentiellement. Vos recherches en fait, ont concerné la construction et le domaine du bâtiment à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet ? Écoutez, ça c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Ça m'a paru être, je dirais, de fil en aiguille. Je sais pas, ça fait pas très sérieux, mais c'est ça, je sais pas, la découverte d'un sujet, parce que surtout d'une source en fait. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Et puis je voulais pas travailler sur les formes, ça m'intéressait pas. Sur le style, sur les typologies, les choses comme ça, qui sont quand même des grandes activités de ce milieu. Et j'avais envie de travailler d'abord sur les hommes, et puis sur les techniques, sur la manière, enfin vraiment rentrer dans la mécanique des choses. En faisant ça, je me suis intéressé, enfin j'ai découvert les sources écrites, les sources notariales, et voilà. Vous avez parlé d'une source en particulier qui vous a attiré ? Pas une source en particulier, un ensemble de sources. Un ensemble de contrats qui vous permettent d'aborder des tas d'aspects de manière très proche, me semblait-il. J'en suis un petit peu revenu, très proche de la vie des gens et des gens eux-mêmes, c'est-à-dire le contrat par lequel une personne va demander à ce qu'on lui construise telle grange, telle maison, etc. Le contrat par lequel on va embaucher un apprenti. C'est tous ces aspects-là qui... Les écritures ordinaires, en quelque sorte. Tout à fait. Ce sont des écritures ordinaires, les écritures de la pratique aussi, puisque les comptabilités en font partie, enfin sont proches de ça. Et moi, j'ai adoré ça parce que c'était... Voilà, j'avais l'impression d'être vraiment dans le sujet. J'avais commencé à travailler sur la construction, et donc j'ai commencé à travailler sur les métiers de la construction, et puis voilà, je ne suis pas arrêté là-dessus. Ce qui était l'aspect social et économique qui m'intéressait beaucoup, lié aux techniques, pas dissocier ces aspects-là. Et la construction de quel type de bâtiment ? Toutes les constructions. Pour moi, la construction, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande construction et une petite construction. Il y a les constructeurs, alors il y a des gens qui sont plus ou moins qualifiés, qui ont des spécialités plus ou moins, mais sur les chantiers cathédraux, on voit passer des gens qu'on retrouve à construire une maison, des petites choses comme ça. J'avoue que progressivement, je me suis beaucoup intéressé à la construction ordinaire, on va dire. Mais bon, j'ai beaucoup écrit sur la construction du Palais des Papes, qui n'est pas vraiment une construction ordinaire. Oui, c'est bon qu'on puisse dire. Mais qui fait intervenir beaucoup de gens ordinaires.
Il se trouve que, donc, pour les auditeurs, j'explique un petit peu, vous êtes le directeur de thèse de Olivier Chalut, qui dans ce podcast, en fait, nous l'avons beaucoup entendu, c'est notre invité fil rouge. Je voulais que vous nous racontiez comment s'est passée la rencontre avec Olivier Chalut, qui donc a un parcours un petit peu différent des personnes qu'on voit habituellement en thèse. Que vous voyez en thèse, peut-être parce que... Non, c'est vrai que c'est pas courant, mais je veux dire que Olivier a un parcours très particulier, effectivement, mais la plupart de mes étudiants en thèse ont des parcours particuliers parce que c'est un peu le lot des directeurs de thèse CNRS, c'est que dans la mesure où on n'est pas forcément dans les canaux de l'université, où on n'enseigne pas dans les premiers cycles, nous arrivent des étudiants qui viennent par des voies détournées. Ils sont tous singuliers, même dans d'autres cas, même pour les étudiants qui ont suivi un parcours classique. Mais je suis plus habitué, disons, à avoir des étudiants qui n'ont pas de parcours classique, de licence, master. Tout à fait. Voilà. Ils ont pour certains de licence master, mais par exemple, je réfléchissais qu'aucun de mes étudiants n'a fait son cursus dans l'université dans laquelle je suis, à laquelle je suis rattaché. Parce que là, vous êtes relié à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne. Voilà. Quant à la rencontre avec Olivier de Chalut, en fait, c'est lui qui est venu me voir, évidemment. Je ne cours pas les rues pour chercher des étudiants. C'était à la suite de la publication d'un livre que j'avais écrit et il était venu discuter parce que suite à la publication de ce livre, donc, il voulait parler des techniques de construction médiévales et puis il m'a commencé à me parler je serais tenté de dire sa passion pour le chantier de Notre-Dame, pour le gothique de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui s'avère très bien connaître au-delà de Notre-Dame. Voilà, au début, c'était vraiment une discussion comme ça, comme on peut en avoir avec des personnes qui sont intéressées par ce type de travaux. Et moi, j'aime bien discuter de temps en temps. Je pense que ça fait partie de notre métier que de partager avec un public large et pas uniquement à travers nos écrits. Donc, on a discuté. Puis, la discussion s'est poursuivie. Je me souviens qu'on était allé discuter au Jardin du Luxembourg. Olivier était assez enflammé, puis il posait des questions, il était un peu, il voulait savoir, il voulait comprendre, il était un peu rentre-dedans, j'aimais bien ça, je trouvais que c'était sympathique, et il n'était pas question vraiment d'une thèse au départ, c'était plus, il avait un peu envie d'être encadré, je sais pas, puis on discutait de ça, et je trouvais que c'était un parcours intéressant, un profil intéressant, parce que quelqu'un de curieux, quelqu'un qui... Oui, puis sympathique. Je crois qu'il ne faut pas nier le... Ah oui, je confirme, oui. Oui. Non, puis il y a un facteur personnel dans les choses. C'est pas que du choix scientifique. Moi, j'aime... bien penser à ça, penser au fait que ça a son importance. Et donc voilà, on a discuté. Au fond, il cherchait sans chercher, il n'était pas je ne sais pas ce qu'il en dira lui, mais moi je pense qu'il était un peu... il tâtait le terrain, de savoir ce qu'il pouvait faire. Moi, au début, c'était un peu éloigné de mes terres de prédilection, on va dire, même de l'époque, un peu. C'était pas ma spécialité, etc. Mais je trouvais c'est plus le sud de la France. Voilà, moi, c'est plus le sud de la France, c'est plus la fin du Moyen-Âge. Oui, là c'était Paris et le 12e, 13e. Je me sentais pas, je me sens d'ailleurs toujours pas complètement légitime sur ces sujets-là parce que c'est pas ce que je manie le mieux. Mais en même temps, je me disais, je sais qu'on s'était séparés sur quelque chose de très ouvert, c'est-à-dire que moi, j'étais tout à fait prêt à lui proposer des personnes, etc. Et puis, quelque temps après, je ne sais plus s'il m'avait appelé, s'il m'avait écrit, en me demandant si je serais d'accord pour diriger son travail. Voilà, c'est parti de ça, je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, vous n'avez pas dirigé de thèse sur Notre-Dame avant Olivier ? Non. C'est vraiment la première fois ?
Oui, c'est la première fois, c'est probable. Enfin non, c'est même sûrement la dernière. Hein. Pourquoi la dernière ? Parce que je veux plus prendre de thèse, donc voilà. Non, mais pas. Alors, d'accord, moi, non, je vois les yeux que vous me faites. Non, c'est pas lui qui m'a dégoûté de la chose. Non, c'est que je pense que à l'âge que j'ai, je me sens pas de m'engager sur un travail avec quelqu'un pendant 5, 6 ans, parce que souvent ça déborde, et que je sais pas si je serai pas à la retraite dans 5, 6 ans. On verra ce que les gouvernements décident. Non, mais je ne sais pas du tout, et j'ai pas envie. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Enfin, moi, les collègues font ce qu'ils veulent, mais je trouve que c'est important de pouvoir encore être dans le métier, vraiment, dans le milieu, vraiment, quand la personne soutient sa thèse. Je trouve que ça fait partie. Et puis il y a, au-delà de l'aspect qui peut devenir de la relation humaine qu'il peut y avoir, moi j'estime que c'est un travail. On fait notre travail, etc. Et très bien, mais je n'ai pas l'intention de le faire ad vitam aeternam, quoi. Donc voilà. Donc j'ai refusé toutes les dernières thèses qui m'ont été proposées, parce que je trouve que voilà. Puis moi je trouve que c'est bien aussi que ce soit aux jeunes collègues de prendre le relais de ce genre de choses. C'est important parce que c'est très formateur, c'est très enrichissant de suivre une thèse. Justement, là où on enregistre cet épisode avec vous, Olivier va bientôt finir sa thèse. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de comment s'est déroulée la collaboration entre vous deux au cours de ces dernières années ? De différentes manières, en fait. Parce que là vous nous prenez au moment des premiers rendus de rédaction. J'ai déjà relu plusieurs chapitres. Et là, c'est une phase particulière. Parce que les choses prennent forme, que les idées prennent place, s'organisent. Et là, donc, cette partie-là, c'est très, 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 très particulier, parce que là, on est vraiment dans le cœur des choses, mais je dirais aussi dans l'importance de la manière de les présenter. Jusque-là, on est dans le développement de la pensée, dans le développement du sujet. Là, on est dans le rendu des choses. Et c'est très différent, parce que c'est une mise en forme qui n'est pas forcément à plat. Ça peut être assez, géométrique, chaotique, voilà, parfois. Non, mais c'est pas plat du tout. Je trouve qu'au contraire, il faut qu'il y ait du relief, il faut qu'il y ait des choses fortes, des choses plus faibles. Et là, en l'occurrence, mon rôle, c'est de voir à ce qu'il ne se laisse pas aller trop à des penchants, à des tics qu'il peut avoir, je dis pas lui précisément, mais bon, à ce qu'il reste concentré sur son objet, à ce qu'il écrive bien ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que je l'ai vu justement pendant des années, j'ai vu sa pensée évoluer, son approche mûrir. On discute beaucoup de son travail. Et je veux, oui, je peux le dire comme ça, ce qui m'importe, c'est de retrouver dans son écrit la même vivacité que dans sa démarche à l'oral, dans sa démarche intellectuelle depuis le début. C'est-à-dire qu'il ne se plie pas à ce qu'il peut penser être des passages obligés ou des facilités de langage ou des choses qui sont faites juste pour montrer qu'on fait partie de cette grande famille des historiens. Donc ça, c'est une phase très particulière où je découvre des choses, la pensée prend vraiment forme. Je découvre des choses qui sont déroutantes, mais dans le bon sens du terme. Et puis, il y a des choses qui me conviennent moins, et donc on en rediscute. Je veux voir s'il les défend ou s'il les défend pas. Si c'est des choses qu'il a écrites comme ça, peut-être parfois on baisse un peu la garde, on fait. Et là, j'essaye de le pousser. Moi, je trouve que mon rôle, c'est de le pousser dans ses retranchements, c'est-à-dire que s'il a écrit quelque chose, il faut qu'il puisse le défendre. Sinon, c'est parti. D'abord, dans la définition du sujet. Alors, avec Olivier, c'était un peu particulier parce qu'au départ, on avait pensé à un sujet beaucoup plus large. C'était, moi, je pense que c'était pas inintéressant. Puis, avec le temps, avec son évolution professionnelle aussi, aussi ce qui s'est passé à Notre-Dame, ça a changé pas mal de choses. Et du coup, ça s'est pas mal recentré sur Notre-Dame, qui devait être à la base qu'un des aspects de son travail,
il y a déjà un gros aspect en l'occurrence. Après, ça a été, toutes ces années, ça a été de discuter. Je trouve que c'est important de discuter, d'être disponible autant que possible, malgré la distance parfois. Mais, oui, parce que lui est à Paris et aujourd'hui, nous sommes pas très loin d'Avignon. Donc, oui, c'est effectivement une grande distance. Oui, enfin, j'étais toutes les semaines, plusieurs jours sur Paris. Quand même, oui. Voilà, donc, mais bon, lui avait son emploi du temps, moi le mien, c'était pas toujours évident. Et ça, c'était important de pouvoir discuter, voir les moments de doute, les moments, les moments où on se fourvoie parce que, et ça arrive à tout le monde. Au fond, on tire un fil et puis on ne se rend pas compte que ce fil, en le suivant, il nous éloigne du centre de notre intérêt premier. Après, je pense qu'une des choses importantes, c'est de faire en sorte que les gens, pour un directeur, mais bon, d'autres peuvent trouver autrement, je ne sais pas, penser autrement, c'est d'arriver à voir ce que les gens, à faire en sorte, ou à aider les gens à sortir ce qu'ils ont à dire. Une forme de maïeutique un petit peu. Peut-être, oui. Je sais pas, je le ressens comme ça. Je trouve intéressant quand on dirige une thèse de voir, les gens arrivent avec un sujet qui est souvent ficelé d'une certaine manière. Même quand il est bien ficelé, même si il y a déjà des beaux mots et tout ça, là c'est tout. Et au fond, c'est une projection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir après, avec la confrontation des sources, avec la confrontation de la bibliographie, des choses comme ça, de voir comment tout ça se délite à un moment donné. Et là, après, il faut reconstruire. Et c'est ce moment-là qui est le plus intéressant, je trouve, parce que le délitement est intéressant, mais c'est là qu'il faut suivre. Mais il y a dans tout ça quelque chose, oui, pour moi, je trouve de l'ordre de la relation personnelle qui fait que parfois ça ne marche pas. Ce sont des déceptions. Et puis parfois, il me semble qu'il y a des choses, qu'on apporte peut-être des choses aux gens en les encadrant comme ça, en les aidant. Mais c'est pas toujours très, très, très évident, non. Et vous l'avez mentionné, effectivement, et nous avons déjà parlé un petit peu dans ce podcast, vous avez en plus donc dirigé une thèse sur Notre-Dame au moment de l'incendie. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme effet, même pour vous, en fait ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier ? J'ai eu une crainte, d'abord. Bon, je ne parle pas de mon sentiment par rapport à la chose, mais par rapport à Olivier, une crainte parce qu'il y avait beaucoup d'affect dans cette chose et que dans sa relation à la cathédrale, donc une crainte que ça le trouble fortement. Ensuite, je n'étais pas sûr qu'il ait emmagasiné assez d'éléments à l'époque pour pouvoir finir son travail. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible pour quelqu'un qui travaille pendant des années sur un sujet de perdre ses sources tout d'un coup. Bon, mais ça m'a vite rassuré là-dessus. Après, il y avait effectivement toute cette attention portée sur Notre-Dame et ce travail qu'il avait fait, qui justement à la base n'était pas forcément que sur Notre-Dame. Là, il a exprimé la volonté de vraiment de recentrer là-dessus. Et ça prenait un sens différent. Ça prenait un sens différent parce que, au fond, oui, peut-être c'était le bon moment pour recentrer, pour produire quelque chose spécifiquement là-dessus. Peut-être que ça valait le coup. Ce qu'il dit aussi, qui je trouve est émouvant dans un sens, c'est que pour lui, dans sa thèse, il a décidé de ne pas prendre en compte les découvertes qui ont été faites après l'incendie dans sa thèse. Donc ça fait une thèse un petit peu complexe par rapport à ça aussi. Disons que il y avait un problème, je dirais presque moral, éthique dans la chose. C'est-à-dire qu'avec l'incendie, avec toute l'effervescence scientifique autour de Notre-Dame, et sa position, lui, en tant que personne qui s'est retrouvée pas mal au centre de ces questions-là, la question se posait effectivement, c'est que d'une part, dans la mesure où beaucoup de travaux se lançaient, est-ce qu'il fallait attendre que tous ces travaux soient finis
pour qu'il finisse sa thèse. Auquel cas, je ne sais pas dans combien de décennies il aurait fini. Ça, c'est un point. Ensuite, du point de vue éthique, l'utilisation des travaux des autres est quand même quelque chose de un peu gênant, on va dire. Puis, ça ne m'a pas paru poser un problème majeur dans la mesure où, à un moment donné, il faut arrêter le travail. À un moment donné, il faut arrêter d'amasser des sources, de faire des relevés, etc., etc. Parce que ça, c'est le lot de tout doctorant. Il faut, à un moment donné, se mettre à rédiger. Les sources, on peut les retourner dans tous les sens et on peut toujours en trouver. Ce n'est pas la question. Si on pense qu'on a atteint ce seuil critique, qu'on a assez d'éléments pour émettre des hypothèses, pour proposer des solutions sans qu'elles soient, de manière assez solide et sans prétendre qu'elles seront les nouvelles vérités sur telle ou telle chose, mais des possibilités, des pistes, etc., etc. Pourquoi aurait-il dû attendre ? C'était vraiment un problème crucial pour lui, parce que soit il remettait sa thèse dans 10 ans, soit il faisait avec ce qu'il avait, et il faisait en fonction de ce qu'il avait. C'est pas viser plus bas, c'est simplement essayer de faire quelque chose qui soit, parce qu'il avait déjà pas mal de travail, c'était quand même pas loin de commencer à rédiger, voire je pense qu'il avait déjà commencé à lancer des premières idées. Ça ne changeait pas complètement la perception qu'il pouvait avoir de la construction de Notre-Dame. Après, ça l'empêche de vérifier d'une certaine manière certaines choses, d'aller sur place, etc. Mais bon, comme beaucoup de monde. Donc, oui, effectivement. Mais dans une thèse, comme dans tout travail historique, il y a une part d'incertitude. On ne sait pas. Il faut juste qu'il le mette en évidence. Juste dire, voilà, là, ça, je ne sais pas. Ça, il faudra voir, etc. Je pense que c'est pas quelque chose de fini, un travail de recherche. Jamais. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que sinon, voilà, on ferme la porte. Merci beaucoup à Philippe Bernardi. Et on ne ferme pas tout à fait la porte. Il vous reste encore un épisode à écouter de cette série spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris. Et on parlera d'un lieu qui se trouve tout près de la cathédrale. Peut-être même que vous ne l'avez jamais vu, mais c'est un lieu qui vous permettra de voir la cathédrale autrement. Merci beaucoup à Clément Nouguier pour le générique de cet épisode. Merci à Dean pour la magnifique illustration. Et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale. On est dans une sorte de fouille sous un couvercle.